Pour commencer, plongeons-nous dans l'un des moments les plus critiques de l'histoire récente du FC Barcelone. Après des années de difficultés financières, le club semblait enfin avoir trouvé la formule pour revenir au plus haut niveau. L'arrivée de Hansi Flick comme entraîneur avait insufflé une nouvelle énergie, et Nico Williams était la pièce manquante, l'ailier spécifiquement demandé par le technicien allemand pour compléter son projet sportif. Le jeune attaquant de l'Athletic Club représentait tout ce dont le Barça avait besoin: jeunesse, talent, vitesse et cette étincelle spéciale qui peut faire la différence dans les grands matchs. Son profil correspondait parfaitement à la philosophie du club et aux besoins tactiques de Flick. Mais ce qui semblait être un transfert bouclé, une opération qui bénéficierait à toutes les parties impliquées, s'est transformé en un cauchemar orchestré depuis les bureaux de la Liga. Et nous ne parlons pas de simples entraves bureaucratiques ou des complications administratives typiques qui peuvent survenir dans n'importe quel transfert. Nous parlons d'une campagne délibérée pour affaiblir le Barça, dirigée par un homme qui a transformé sa position en une croisade personnelle contre notre club. Un homme qui a utilisé son pouvoir pour influencer des décisions qui devraient être purement sportives et commerciales. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, nous devons remonter au mardi 25 juin. Ce jour-là, Nico Williams avait pris une décision qui enthousiasmait des millions de culés à travers le monde. Il voulait porter le maillot blaugrana. Les négociations avec le Barça étaient pratiquement terminées. Il ne restait que les derniers détails administratifs. Le joueur avait communiqué à son entourage le plus proche son intention de rejoindre le Camp Nou. Son agent avait maintenu des conversations fluides avec les dirigeants du Barça, et tout indiquait que l'annonce officielle était une question de jours. L'enthousiasme parmi les supporters du Barça était palpable, et les réseaux sociaux se remplissaient de messages de bienvenue pour celui qui serait le nouvel ailier de l'équipe. Mais le mercredi 26 juin, quelque chose a radicalement changé, et ce quelque chose a un nom et une date exacte: la réunion secrète entre Javier Tebas et les dirigeants de l'Athletic Club de Bilbao. Une réunion qui, selon toutes les sources consultées, n'aurait jamais dû avoir lieu et qui a marqué un avant et un après dans les relations entre la Liga et le FC Barcelone. Miguel Galán, journaliste de renom avec des sources directes à l'Athletic Club, a révélé des détails qui font dresser les cheveux sur la tête. Lors de cette réunion, Tebas n'a pas seulement fourni des informations confidentielles sur la situation financière du Barça, mais il a pratiquement rédigé le scénario que l'Athletic utiliserait pour convaincre Nico Williams de ne pas quitter San Mamés. L'information échangée lors de cette réunion était d'une telle importance qu'elle a complètement changé le paysage des négociations. Nous ne parlons pas de données publiques ou d'informations que n'importe quel club pourrait obtenir par des canaux officiels. Nous parlons de détails spécifiques, confidentiels et stratégiques sur la situation du Barça. L'information interdite. Quel type d'information Tebas a-t-il partagé? Lors de cette réunion clandestine, selon les sources consultées et les témoignages recueillis, le président de la Liga a révélé des détails spécifiques sur plusieurs aspects critiques de la situation du Barça. L'état réel du fair-play financier du Barça. Tebas a fourni des informations détaillées sur les chiffres exacts du club, y compris des projections internes qui ne devraient être connues que de la direction du Barça et des auditeurs de la Liga. Ces informations comprenaient non seulement la situation actuelle, mais aussi les prévisions pour les prochains mois et les complications potentielles qui pourraient survenir. Les problèmes spécifiques avec la règle 1.1. Le président de la Liga a expliqué à l'Athletic exactement quelles difficultés le Barça aurait à inscrire de nouveaux joueurs, y compris les délais, les exigences spécifiques et les alternatives possibles que le club pourrait explorer. Ces informations étaient cruciales car elles permettaient à l'Athletic d'anticiper les mouvements du Barça, les délais et les procédures internes. Tebas a détaillé les temps exacts dont le Barça aurait besoin pour régulariser sa situation, y compris des informations sur les audits en cours, les réunions programmées et les décisions qui n'avaient pas encore été rendues publiques. Ces informations temporelles étaient particulièrement précieuses pour l'Athletic. Les stratégies légales du Barça. Selon les sources, les voies légales que le Barça pourrait explorer pour résoudre ces problèmes, y compris les recours administratifs et les possibles appels, ont également été discutées. Ces informations permettaient à l'Athletic d'anticiper les mouvements légaux du club catalan. Ces informations ne sont pas seulement confidentielles par nature, mais leur divulgation constitue une claire violation des principes d'impartialité que doit maintenir le président d'une ligue professionnelle. Plus encore, cela peut constituer une violation des réglementations sur la confidentialité des entreprises et des normes de concurrence loyale. Mais l'obsession de Tebas pour le Barça n'a pas commencé avec l'affaire Nico Williams. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous vivons, nous devons remonter à avril 2024, lorsque le président de la Liga a commis une irrégularité grave qui a déjà alerté sur ses véritables intentions. En avril, Tebas a publié un document révélant que le Barça ne respectait pas la règle 1.1 en raison des loges VP. Ce document,
contenant des informations financières spécifiques et confidentielles du club a été diffusé publiquement sans autorisation et sans suivre les procédures établies. La gravité de cette action ne peut être sous-estimée. Un président de la Liga ne peut, en aucune circonstance, rendre publics les problèmes financiers spécifiques d'un de ses clubs sans suivre les canaux appropriés et sans l'autorisation correspondante. De plus, cela est expressément interdit par les réglementations de confidentialité qui régissent les relations entre la Liga et les clubs. Le document a dû être retiré ultérieurement en raison de son caractère illégal, mais le mal était déjà fait. L'information avait circulé dans les médias, avait généré des spéculations sur le marché et avait endommagé l'image du Barça à un moment particulièrement délicat. Cet épisode a été le premier signe clair d'une campagne systématique contre le club. Ce n'était pas une erreur administrative ni une fuite accidentelle. C'était une action délibérée conçue pour nuire au Barça à un moment où le club travaillait à résoudre ses problèmes financiers. Une fois armé de cette information privilégiée, l'Athletic Club a conçu une stratégie parfaite pour retenir Nico Williams. Et il faut reconnaître que, de leur perspective, ils ont agi de manière intelligente et efficace. Il ne s'agissait pas seulement d'offrir plus d'argent ou de meilleures conditions sportives aux joueurs. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Semer le doute sur la viabilité du projet du Barça en utilisant des informations ayant le poids de l'autorité officielle. L'Athletic ne faisait pas de spéculation ni de suppositions. Il avait des données concrètes fournies directement par le président de la Liga. La stratégie s'est déroulée en plusieurs phases. Phase 1. Préparation du terrain. Immédiatement après la réunion avec Tebas, les dirigeants de l'Athletic ont commencé à préparer leur argumentaire. Il ne s'agissait pas d'attaquer directement le Barça, mais de présenter des préoccupations légitimes sur la viabilité de l'opération. Phase 2. Contact avec la famille Williams. L'Athletic a organisé une réunion avec Nico Williams, son frère Inaki et son représentant. Lors de cette réunion, ils ont présenté l'information fournie par Tebas comme une préoccupation institutionnelle sur la capacité du Barça à honorer ses engagements. Phase 3. Création d'urgence. Une fois le doute semé, l'Athletic a créé un sentiment d'urgence en argumentant que la fenêtre d'opportunité pour renouveler avec le club bilbain se refermait. Ils ont présenté le renouvellement comme l'option face à l'incertitude du Barça. Phase 4. Renforcement médiatique. L'Athletic a utilisé ses contacts médiatiques pour filtrer des informations sur les préoccupations liées au transfert de Nico Williams au Barça, créant un environnement d'incertitude dans l'opinion publique. Le message qu'ils ont transmis à la famille Williams était clair et sans équivoque. Le Barça ne pourra pas t'inscrire. Même si tu signes, il existe une forte probabilité que tu ne puisses pas jouer la première partie de la saison ou même toute la saison. Es-tu prêt à risquer ta carrière pour une possibilité incertaine? Cette information, fournie directement par le président de la Liga, avait un poids spécifique qu'aucun argument du Barça ne pouvait contrer. Comment vas-tu contredire le principal responsable de la compétition quand il te dit que ton inscription est invivable? Pour comprendre complètement la gravité de cette situation, il est fondamental d'analyser l'impact psychologique que cela a eu sur Nico Williams. Le joueur, âgé de seulement 22 ans, s'est retrouvé au centre d'une tempête qui échappait complètement à son contrôle et à sa compréhension. D'un côté, il avait l'illusion de jouer pour le Barça, un club qu'il avait suivi depuis son enfance et qui représentait l'étape logique suivante dans sa carrière sportive. Le Barça n'était pas seulement une option professionnelle, c'était un rêve d'enfance qui se réalisait enfin. D'un autre côté, il recevait des informations officielles selon lesquelles cette option pourrait ne pas être viable. Et il ne s'agissait pas de rumeurs ou de spéculations journalistiques. C'était le président de la Liga lui-même qui, par l'intermédiaire de l'Athletic Club, lui disait que le Barça ne pourrait pas l'inscrire. La pression psychologique de cette situation ne doit pas être sous-estimée. Un joueur de 22 ans, au moment le plus important de sa carrière, s'est vu obligé de prendre une décision cruciale basée sur des informations contradictoires et au milieu d'une guerre institutionnelle qu'il n'avait pas provoquée et qu'il ne pouvait pas contrôler. De plus, Nico Williams devait considérer non seulement son avenir professionnel, mais aussi les implications pour sa famille. Son frère Inaki était déjà une figure établie à l'Athletic, et la décision de Nico pouvait également affecter la situation d'Inaki au club. L'incertitude générée par les informations filtrées par Tebas a créé un environnement de stress et de confusion qui a rendu impossible pour Nico Williams de prendre une décision sereine et bien informée. Au lieu de pouvoir évaluer tranquillement les options sportives et professionnelles, il s'est vu obligé de naviguer dans un labyrinthe d'informations contradictoires et de pressions externes. Lorsque le Barça a appris que la famille Williams avait reçu ces informations et commencé à douter, la direction de Coué a pris une décision qui, en rétrospective, peut sembler précipitée.
Ils ont donné un ultimatum de 48 heures pour que le joueur prenne une décision définitive. Mais analysons cette décision avec du recul et en comprenant le contexte dans lequel elle a été prise. Le Barça avait vécu l'été précédent l'expérience traumatique de poursuivre pendant un mois et demi un joueur qui n'est finalement pas arrivé. La direction ne voulait pas répéter cette situation, surtout lorsqu'ils savaient qu'ils étaient en compétition contre des informations privilégiées fournies par le président de la Liga lui-même. L'ultimatum n'était pas une preuve d'arrogance ou de manque de patience, c'était une réaction défensive face à une situation de concurrence déloyale. Comment pouvez-vous négocier à armes égales lorsque l'autre partie a accès à des informations confidentielles sur votre situation financière? De plus, le Barça devait considérer d'autres facteurs. Le calendrier du marché des transferts. Chaque jour qui passait sans résoudre la situation de Nico Williams était un jour de moins pour explorer des alternatives. Le marché des transferts a ses propres rythmes et les retards peuvent être très coûteux. La planification sportive. Hansi Flick avait besoin de savoir avec quels joueurs il pouvait compter pour pouvoir planifier la pré-saison et le début de la saison. L'incertitude prolongée pouvait affecter la préparation de l'équipe. La crédibilité institutionnelle. Permettre que la situation se prolonge indéfiniment pourrait être interprété comme un signe de faiblesse ou de manque de contrôle de la part de la direction. Les coûts économiques. Maintenir une négociation ouverte pendant des semaines a des coûts économiques et d'opportunités que le Barça ne pouvait pas se permettre. L'ultimatum, donc, doit être compris comme une mesure défensive face à une situation extraordinaire. Le Barça s'est vu obligé d'accélérer les temps parce qu'il savait qu'il était en compétition dans des conditions inégales. Lorsque Gonzalo Miro a confronté Tebas sur cette réunion lors d'une interview ultérieure, les réponses du président de la Liga ont été plus révélatrices par ce qu'il n'a pas dit que par ce qu'il a dit. Ses hésitations, ses évasions et son inconfort évident ont confirmé que quelque chose d'irrégulier s'était produit. Analysons point par point les déclarations de Tebas sur l'existence de la réunion. Tebas a reconnu la réunion, mais a tenté de minimiser son importance. Cependant, son langage corporel et ses hésitations suggéraient qu'il y avait plus que ce qu'il était prêt à admettre. Sur le contenu de la réunion. Lorsque Miro lui a demandé spécifiquement ce qui avait été discuté, Tebas a tenté de le justifier sous le parapluie d'informations que les clubs peuvent solliciter. Cependant, il y a une différence abyssale entre fournir des informations générales sur les réglementations et révéler des détails spécifiques sur la situation d'un club concurrent. Sur l'inscription de Nico Williams, lorsque Miro lui a demandé directement s'il avait discuté de la possible inscription de Nico Williams au Barça, Tebas ne l'a pas nié. Au contraire, il a confirmé que c'était l'une des choses dont ils avaient parlé et qu'il avait fait référence au problème de fair play financier du FC Barcelone. Sur la confidentialité, Tebas a tenté d'argumenter qu'il n'avait violé aucune norme de confidentialité, mais son argumentation a été confuse et peu convaincante. Ses explications suggéraient qu'il savait qu'il avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. Sur les conséquences, lorsque Miro lui a demandé sur les possibles conséquences de ses actions, Tebas a montré une attitude défensive qui contrastait avec la sécurité qu'il avait montrée à d'autres occasions. Ces déclarations, analysées ensemble, peignent le portrait d'un homme qui savait qu'il avait commis une irrégularité grave, mais qui tentait de minimiser son importance et de justifier ses actions. Ce qui est le plus grave dans cette situation, ce n'est pas seulement le préjudice causé au Barça dans le cas spécifique de Nico Williams. C'est le précédent que cela établit pour l'avenir du football espagnol et la crédibilité de ses institutions. Si le président de la Liga peut fournir des informations confidentielles à certains clubs sur d'autres, où est l'impartialité qui doit caractériser les institutions sportives? Quel club va faire confiance à Tebas après cela? Comment peut-il maintenir son autorité morale lorsqu'il a démontré qu'il peut agir comme une partie intéressée dans les négociations entre clubs? Les implications de ce précédent sont multiples et préoccupantes. Perte de confiance institutionnelle. Les clubs peuvent commencer à douter de l'impartialité de la Liga dans les décisions futures. Cette méfiance peut affecter la gouvernance du football espagnol à long terme. Concurrence déloyale. Si certains clubs ont accès à des informations privilégiées sur d'autres, le principe de concurrence loyale qui doit régir le sport professionnel est rompu. Incertitude juridique. Les clubs peuvent commencer à remettre en question la validité des décisions de la Liga, ce qui pourrait conduire à une augmentation des litiges et des conflits légaux. Dommages réputationnels international. Cette situation peut affecter l'image de la Liga sur la scène internationale, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et sportives. Précédent pour de futures actions. Si cette action n'a pas de conséquences, cela peut établir un précédent qui permettrait de futures irrégularités similaires. Ce comportement n'est pas seulement éthiquement discutable, mais il peut avoir des implications légales graves.
Les informations financières des clubs sont protégées par des réglementations spécifiques, et leur divulgation non autorisée peut constituer une violation de la confidentialité des entreprises et des normes de concurrence loyale. L'une des questions les plus intrigantes de toute cette situation est l'apparente passivité du Barça face à ces faits. Si une violation aussi flagrante de l'impartialité a vraiment eu lieu, pourquoi le club n'a-t-il pas pris de mesures légales immédiates? Il existe plusieurs explications possibles à cette apparente inaction. Stratégie légale à long terme. Le Barça peut être en train de préparer une action légale plus large qui inclurait ce cas ainsi que d'autres irrégularités commises par Tebas. Une stratégie légale intégrale peut être plus efficace que des actions ponctuelles. Éviter l'escalade du conflit. Une plainte directe contre Tebas pourrait aggraver les relations avec la Liga à un moment où le club a besoin de sa collaboration pour résoudre les problèmes de fair-play financier. Le Barça peut être en train de prioriser la résolution de ces problèmes immédiats. Manque de preuves documentaires. Bien que les témoignages soient cohérents et crédibles, le Barça peut considérer qu'il a besoin de preuves plus solides pour un processus légal réussi. Les procédures judiciaires nécessitent des preuves irréfutables. Calcul politique. Le club peut considérer qu'il est plus efficace de rendre publique l'information et de générer une pression médiatique que d'initier un processus légal long, coûteux et aux résultats incertains. Timing stratégique. Le Barça peut attendre le moment le plus opportun pour agir, lorsqu'il aura plus d'éléments de jugement ou lorsque la situation politique sera plus favorable. Considérations économiques. Les processus légaux sont coûteux et peuvent se prolonger pendant des années. Le Barça peut être en train de prioriser l'investissement dans l'équipe plutôt que les dépenses légales. Cependant, cette apparente passivité peut également être interprétée comme un signe de faiblesse qui pourrait inviter à de futures agressions. Le Barça doit trouver un équilibre entre la prudence stratégique et la défense ferme de ses intérêts. L'échec du transfert de Nico Williams a eu des conséquences sportives immédiates et à long terme pour le Barça qui vont bien au-delà de la simple perte d'un joueur. Hansi Flick avait conçu son système tactique en comptant sur un ailier aux caractéristiques spécifiques de Nico Williams. La vitesse, le débordement et la capacité du joueur à générer une supériorité numérique dans le dernier tiers étaient des éléments clés dans le projet de l'entraîneur allemand. L'absence de Nico Williams a obligé Flick à repenser des aspects fondamentaux de son schéma de jeu. Le système 4-3-3 qu'il avait prévu avec Williams comme ailier gauche a dû être modifié pour s'adapter aux joueurs disponibles. L'impact sur la planification sportive. Le Barça avait construit sa planification sportive pour la saison 2024 à 25 autour de l'arrivée de Nico Williams. Son absence a créé un vide qui n'est pas facile à combler, surtout en considérant les limitations financières du club. La perte de temps sur le marché. Pendant que le Barça poursuivait Nico Williams, d'autres cibles alternatives ont fermé leurs options ou augmenté leurs conditions. Le marché des transferts a ses propres rythmes et les retards peuvent être très coûteux. L'impact sur le moral de l'équipe. La frustration du transfert de Nico Williams a également eu un impact psychologique dans le vestiaire. Les joueurs s'étaient enthousiasmés à l'idée de l'arrivée de l'ailier, et son absence a généré une certaine déception. Les conséquences à long terme. Au-delà des conséquences immédiates, cet épisode peut avoir des implications à long terme pour la capacité du Barça à attirer des talents. Si les joueurs perçoivent que le club a des problèmes pour finaliser les transferts, ils peuvent être plus réticents à considérer les offres du Barça. Face à l'impossibilité de signer Nico Williams, le Barça a dirigé son attention vers Luis Diaz, l'ailier colombien du Liverpool. Mais même dans cette négociation, les séquelles de l'affaire Williams se font sentir de manière significative. Le profil de Luis Diaz. Luis Diaz est un ailier aux caractéristiques similaires à Nico Williams, avec vitesse, technique et capacité de débordement. Son expérience en Premier League et ses performances avec l'équipe nationale colombienne en font une alternative attractive. Les complications dérivées de l'affaire Williams. Cependant, Luis Diaz, connaissant ce qui s'est passé avec Nico Williams, a demandé des garanties spécifiques sur son inscription. Selon des informations récentes, le joueur serait prêt à renoncer à une clause libératoire, mais en échange, il exige une indemnisation considérable si le Barça ne peut pas l'inscrire avant le 31 août. Cette exigence est compréhensible du point de vue du joueur, mais elle complique considérablement les négociations pour le Barça. Le club se voit obligé d'assumer des risques financiers supplémentaires en conséquence directe de la perte de crédibilité générée par l'affaire Tebas Williams. De plus, le Barça doit rivaliser avec d'autres clubs européens qui n'ont pas les mêmes limitations financières. Le Bayern Munich, qui est également intéressé par Luis Diaz après la blessure de Musiala, peut offrir des conditions plus attractives sans les complications bureaucratiques du Barça. Le facteur Arabie Saoudite. La Ligue saoudienne
avec son pouvoir économique pratiquement illimité, représente une menace constante pour toute négociation entreprise par le Barça. Les clubs saoudiens n'ont pas de restrictions de fair-play financier et peuvent offrir des conditions économiques que le Barça ne peut tout simplement pas égaler. La situation du Barça n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale du football. Ce cas a généré des commentaires et des analyses dans les médias du monde entier, et les implications vont au-delà du football espagnol. Perception internationale de la Liga. Les médias internationaux ont commencé à remettre en question la gouvernance de la Liga et l'impartialité de ses dirigeants. Cette perception peut affecter l'image de la Liga espagnole sur le marché global. Impact sur les négociations internationales. Les agents et représentants internationaux prennent note de cette situation. Ils pourraient être plus prudents à l'avenir lorsqu'ils négocieront avec des clubs espagnols, en particulier avec le Barça. Conséquences pour le fair-play financier européen. Ce cas peut également avoir des implications pour la mise en œuvre du fair-play financier dans d'autres ligues européennes. L'ELA observe comment cette situation se développe. Les implications légales. D'un point de vue légal, les actions de Tebas peuvent constituer plusieurs infractions, allant de l'administratif au pénal. Violation de la confidentialité des entreprises. La divulgation non autorisée de cette information peut constituer une violation grave de ces réglementations. Conflit d'intérêts. Un président de la Liga ne peut pas agir en tant que conseiller d'un club dans des négociations impliquant un autre club. Cette action constitue un clair conflit d'intérêts qui peut avoir des conséquences légales. Concurrence déloyale. Fournir des informations privilégiées à une partie dans une négociation commerciale peut constituer une pratique de concurrence déloyale, ce qui peut donner lieu à des actions légales de la part du club lésé. Abus de position dominante. Utiliser l'autorité institutionnelle pour influencer des décisions commerciales privées peut constituer un abus de position dominante, ce qui est interdit par les réglementations de concurrence. Violation des devoirs fiduciaires. En tant que président de la Liga, Tebas a des devoirs fiduciaires envers tous les clubs. Agir au bénéfice de l'un au détriment d'un autre peut constituer une violation de ses devoirs. Ces infractions pourraient avoir des conséquences tant sur le plan sportif que civil et potentiellement pénales. Sanctions administratives. La Liga pourrait imposer des sanctions à Tebas pour violation de ses propres réglementations. Actions civiles. Le Barça pourrait initier des actions civiles pour dommages et intérêts. Enquête pénale. Dans les cas graves, des enquêtes pénales pourraient être initiées pour d'éventuels délits économiques. La dimension médiatique. La gestion médiatique de cette crise mérite également une analyse détaillée. Nous assistons à une véritable guerre de narrative dans laquelle chaque partie tente d'imposer sa version des faits. La stratégie médiatique de Tebas. Tebas a historiquement utilisé sa présence dans les médias pour défendre ses positions et attaquer ses critiques. Sa stratégie repose sur plusieurs éléments: présence constante, narrative de victime, déviation de l'attention, utilisation d'alliés médiatiques. Cependant, dans ce cas, sa stratégie communicative a été moins efficace. Les déclarations contradictoires, les hésitations lors des interviews et l'incapacité à offrir une explication convaincante ont endommagé sa crédibilité publique. La réponse médiatique du Barça. Le Barça, de son côté, a adopté une stratégie plus discrète, mais non moins efficace. Fuite contrôlée, permettant à l'information de sortir par des journalistes de confiance, témoignages de tiers, pression indirecte, générant une pression médiatique sans apparaître directement comme protagoniste. Cette crise marque un point d'inflexion dans la relation entre le Barça et la Liga. La confiance, élément fondamental dans toute relation institutionnelle, a été gravement endommagée, et les conséquences de cette rupture se feront sentir pendant des années. Scénario possible, réconciliation graduelle, confrontation prolongée, changement de leadership, intervention externe. Facteurs qui influenceront l'évolution. Résultats sportifs du Barça, pression médiatique, décisions judiciaires, changement politique. Cette situation offre plusieurs leçons importantes pour l'avenir du football espagnol et européen. L'importance de la transparence institutionnelle. Les institutions sportives doivent maintenir les plus hauts standards de transparence pour préserver leur crédibilité. L'opacité génère de la méfiance et peut conduire à des situations comme celles que nous analysons. Les limites du pouvoir institutionnel. Les charges de responsabilité dans le sport ne peuvent pas être utilisées pour poursuivre des agendas personnels ou pour favoriser certains clubs au détriment d'autres. Le pouvoir institutionnel doit être exercé avec impartialité et responsabilité. La nécessité de mécanismes de contrôle. Il est nécessaire d'établir des systèmes de supervision et de contrôle qui évitent l'abus de pouvoir de la part des dirigeants sportifs. Ces mécanismes doivent être indépendants et efficaces. La valeur de l'impartialité.
La perception de l'impartialité est aussi importante que l'impartialité réelle. Les dirigeants sportifs doivent éviter non seulement les conflits d'intérêts réels, mais aussi l'apparence de conflits d'intérêts. L'importance de la gouvernance. Une bonne gouvernance est fondamentale pour le développement sain du sport. Les institutions sportives doivent adopter les meilleures pratiques de gouvernance corporative.